Tout de suite, retrouvez Transmanche, l'émission consacrée au projet Pegasus. C'est maintenant et c'est sur Radio U 101.1 FM. Si je vous parle d'écosystème, je suis persuadé que vous avez une vague idée de ce que représente ce terme. C'est la nature, nous diront les uns. C'est comme une forêt, non? On englobe à peu près tout ce qui est vivant, nous demanderont les autres. Certes oui, mais dans le détail, la notion d'écosystème est bien plus complexe. Elle regroupe en réalité 3 ingrédients fondamentaux. Un environnement, les espèces qui vivent et se reproduisent dans cet environnement, ainsi que les interactions entre ces espèces, prédation ou reproduction. Bien évidemment, vous qui nous écoutez et nous-mêmes dans vos transistors sommes également des espèces intégrées dans un ou plusieurs écosystèmes. Les activités humaines en milieu marin, comme la pêche, le transport maritime ou l'aquaculture, mais aussi les conséquences des activités industrielles menées à terre, se répercutent sur l'environnement marin. Les hommes appliquent leur empreinte à différents niveaux, tant et si bien qu'il faut maintenant gérer les écosystèmes pour équilibrer activité humaine et protection de l'environnement. Cette gestion s'applique à terre et, c'est là que nous intéresse, en mer. Le but du projet Pegasus est d'améliorer cette gestion durable et intégrée, tenant compte à la fois des impératifs environnementaux, économiques et sociaux. Aujourd'hui donc, dans Transmanche, nous allons partir à la découverte des écosystèmes de la Manche et bien sûr de leur gestion. Des questions se posent. Comment et pourquoi gère-t-on des écosystèmes marins? Quels en sont les enjeux? Quels sont les outils mis à la disposition des gestionnaires? Nous allons essayer de répondre à toutes ces questions et pour nous aider, nous avons interrogé plusieurs personnes impliquées dans la gestion des écosystèmes parmi les partenaires du projet Pegasus. Cette émission sera ainsi découpée en 2 parties. La première sera consacrée à définir et caractériser les écosystèmes, à voir les indicateurs de leur état de santé ainsi que quelques outils de gestion très localisés. En deuxième partie, on verra les outils et les mesures de gestion beaucoup plus globaux et régis par les réglementations, comme les restrictions d'activité humaine, par exemple comme le classement en aire marine protégée et en réserve naturelle, qui s'étendent sur des régions beaucoup plus vastes. Restez avec nous dans Transmanche numéro 4, c'est tout de suite et c'est sur Radio U 101.1 FM. Radio U. Bonjour et bienvenue dans cette 4e émission Transmanche consacrée à Pegasus, regroupement de projets franco-anglais dont les équipes unissent leurs efforts et leurs connaissances pour une meilleure gestion de l'espace Manche. Aujourd'hui, je suis accompagné de l'incroyable Charlotte, nouvelle recrue, fraîchement enrôlée dans les rangs de l'équipe. Bonjour Charlotte. Bonjour Alain. Alors sans plus attendre, on va rentrer dans le vif du sujet. Caractérisons ensemble les écosystèmes. C'est à toi, on t'écoute. Oui, alors on va commencer cette première partie par une question toute simple. Est-ce que vous savez ce qu'est un écosystème? Car après tout, ce n'est pas si simple. Pour répondre à cette question, nous avons rencontré Éric Thiebaud, enseignant-chercheur et directeur adjoint à la station biologique de Roscoff, spécialisé en écologie marine. Il nous donne la définition du terme écosystème. Un écosystème, ça va être un ensemble dans lequel vont interagir des êtres vivants et un environnement, et qui va se caractériser par un certain nombre de processus et de fonctions. La définition simple et première qui était donnée à l'écosystème, celle que j'ai eue quand j'étais étudiant, c'est l'écosystème égale biotope plus biocénose. Le biotope étant l'environnement physico-chimique, on va dire abiotique, et la biocénose étant l'ensemble des organismes vivants qui agissent en interaction entre eux et avec le milieu. Alors on comprend bien qu'un écosystème regroupe à la fois un environnement, avec ses conditions propres, par exemple la température, l'ensoleillement, etc., et les organismes qui y vivent, mais aussi les interactions qui existent entre ces êtres vivants et avec leur milieu. Et quelles sont ces interactions? De quelle interaction on parle? Eh bien, quand on parle d'interaction entre les espèces, il peut s'agir de prédation, c'est-à-dire des espèces qui se nourrissent d'autres espèces dans un écosystème, ou encore de compétition entre 2 espèces pour l'espace ou la nourriture, ou bien encore des relations de parasitisme ou de symbiose. Lorsque l'on parle d'interaction entre les espèces et leur environnement, on peut citer par exemple les modifications que certains organismes provoquent sur l'environnement, par exemple en creusant des galeries ou en formant des récifs, ou encore en produisant de l'oxygène et en piégeant le dioxyde de carbone, comme c'est le cas des végétaux exposés à la lumière.
Toutes ces interactions font également partie de la définition de l'écosystème. D'accord. Mais à cette définition s'ajoute aussi une notion très importante, celle des différentes fonctions qui caractérisent chaque écosystème. Écoutons les explications d'Éric Thiébaut. Un écosystème, il va pouvoir se caractériser par un certain nombre de structures. C'est le nombre d'espèces, c'est le nombre d'individus, c'est le nombre d'habitats, parce que si on travaille sur un écosystème à une grande échelle, on peut parler d'écosystème côtier, l'écosystème marin côtier. L'écosystème marin côtier, c'est pas juste un type d'habitat, c'est différents habitats qui sont d'interaction. Donc on peut avoir une description des propriétés de la structure d'un écosystème, et puis à côté de cela, eh bien, on va pouvoir caractériser un écosystème par son fonctionnement, c'est-à-dire quelle est la production primaire de l'écosystème, quel est le réseau trophique qui caractérise l'écosystème, quel est le flux de matière et le flux d'énergie, quels sont les flux de matière et d'énergie qui circulent dans l'écosystème. Donc on peut avoir des caractérisations très variées d'un écosystème, d'un point de vue soit dynamique, soit statique. Alors pour ceux d'entre nous qui ne sont pas familiers des termes d'écologie, est-ce qu'on peut résumer un peu l'explication d'Éric Thiébaut ? Oui, tout à fait. Alors chaque écosystème possède ses propres caractéristiques qu'on regroupe en 2 grandes catégories. La première, c'est la structure de l'écosystème. Là, on peut s'intéresser par exemple à la diversité et l'abondance des espèces vivantes et à la diversité des habitats. Éric Thiébaut prenait l'exemple d'un écosystème marin côtier. Sur un écosystème marin côtier, on peut très bien trouver plusieurs types d'habitats différents, comme un fond de vase, un fond rocheux, un champ d'algues, etc. Et donc, deuxième partie, en plus de la structure de l'écosystème, on peut étudier ses fonctions, c'est-à-dire tout ce que l'écosystème produit, par exemple la quantité de végétaux qui y poussent, les chaînes alimentaires et les quantités d'énergie qui circulent dans ces chaînes alimentaires. Et pourquoi c'est utile de connaître cette production de l'écosystème ? Connaître la productivité d'un écosystème est particulièrement utile pour les activités économiques, puisque cela permet notamment d'estimer ce que l'homme peut exploiter. Par exemple, la quantité de poissons ou d'algues qui peuvent être prélevés dans un écosystème, mais aussi à quelle vitesse un écosystème sera capable de régénérer ses ressources en cas d'exploitation. Puisqu'on parle d'activité humaine, l'un des points essentiels en matière de gestion des écosystèmes, c'est le besoin d'évaluer l'état de santé d'un écosystème. Cette action est indispensable si l'on veut mettre en place des mesures de gestion adaptées ou encore restaurer des écosystèmes qui sont affectés par une surexploitation ou une dégradation due à l'action humaine. D'accord, et est-ce qu'il existe des outils pour estimer correctement l'état de santé d'un écosystème et savoir à quoi ça correspond exactement un bon état écologique ? Alors justement, nous avons interrogé Éric Thiébaut sur ce point. Alors il y a énormément de travaux qui sont faits aujourd'hui pour développer des indicateurs du bon état de santé des écosystèmes. Ça, c'est un enjeu majeur de recherche actuelle, en plein développement, sachant qu'il n'y a pas d'indicateur universel et d'indicateur magique, mais qu'il existe au niveau européen une directive forte qui s'appelle la directive 4 stratégie pour le milieu marin, qui vise à assurer un bon état écologique et un bon état de santé des eaux sous juridiction européenne. Avec donc la nécessité de mettre en place un programme de surveillance de ces eaux et de définir le bon état de santé de ces eaux et donc de définir des indicateurs qui rendent compte de ce bon état de santé. Rappelons-le, l'objectif du projet Pegasus, qui réunit une 12aine de projets européens franco-anglais, c'est d'améliorer la gouvernance commune de l'écosystème de la Manche. Cela passe par une gestion des écosystèmes coordonnée entre la France et l'Angleterre et plus adaptée à la fois à la préservation des milieux, mais aussi à la préservation des activités humaines qui sont essentielles au développement économique de cette région. Parmi les projets qui composent Pegasus, Éric Thiébaut coordonne le projet Valmer. Il est consacré aux services écosystémiques dont nous reparlerons dans une prochaine émission. Nous avons demandé à Éric Thiébaut comment, à travers le projet Valmer, les scientifiques contribuent à cet objectif de Pegasus d'améliorer la gouvernance de l'écosystème en Manche. Par exemple, dans Valmer, un élément clair qui nous intéresse, c'est de voir dans quelle mesure les travaux que l'on fait, dans quelle mesure la prise en compte des biens et services rendus par les écosystèmes peut contribuer à une meilleure prise de décision politique et donc une meilleure gouvernance dans la gestion des écosystèmes. Si je prends la gestion d'un écosystème, on va pouvoir l'appréhender de
de différentes manières. On va pouvoir la mettre sous cloche, puis on ne fait plus rien, on exclut toute activité humaine et anthropique. On va pouvoir l'appréhender à travers des espèces emblématiques. On s'intéresse à protéger telle ou telle espèce pour des raisons objectives ou affectives. Et puis le reste, on s'en moque un petit peu. On va pouvoir au contraire vouloir être dans une démarche de gestion durable des écosystèmes, dans lequel on essaie à la fois de maintenir des activités anthropiques et de maintenir la biodiversité et un fonctionnement normal de l'écosystème. Donc là, la gouvernance, elle va être au niveau des décideurs de voir quels sont les meilleurs outils pour gouverner, pour gérer efficacement les écosystèmes. C'est comme ça que je définirais la gouvernance. Merci Charlotte. On va donc passer maintenant au deuxième volet de notre émission sur les écosystèmes, sur la façon de les caractériser, de caractériser leur état de santé et sur quelques outils de gestion et de protection à l'échelle locale, donc là en l'occurrence les récifs artificiels. Mais avant tout, on va se faire une petite coupure musicale. Restez avec nous, c'est toujours 4e volet de Transmanche. Bell Black Ocean de Mark Langen. A tout de suite. We came to walk on this boulevard, love. Don't care where we're going. All it's true in time. We might close our eyes. This won't die. Radio U s'écoute aussi la nuit tout nue. De retour dans Transmanche, l'émission consacrée à Pegasus, regroupement de projets franco-anglais dont les équipes unissent leurs efforts et leurs connaissances pour une meilleure gestion de l'espace Manche. Deuxième partie de l'émission qui sera consacrée tout de suite à la nécessité de définir des indicateurs de bon état de santé du milieu marin et la gouvernance qui s'appuie sur ces outils scientifiques. Et lors du dernier forum organisé par Pegasus à Caen en juillet, nous avons assisté à la présentation de Nathalie Niquil. Cette directrice de recherche de l'université de Caen-Basse-Normandie travaille à la définition d'indicateurs basés sur les réseaux trophiques, c'est-à-dire les relations alimentaires entre les organismes marins. Écoutons-la pour mieux comprendre son travail de recherche. Donc, je m'appelle Nathalie Niquil, je suis directrice de recherche au CNRS et localisée sur l'université de Caen dans l'unité mixte de recherche Boréa depuis peu de temps, depuis 1 an et demi.
J'étais auparavant maître de conférence à l'université de La Rochelle. Ma spécialité, c'est la modélisation des réseaux trophiques et leur caractérisation en utilisant en particulier des outils dont on va parler ce matin, qui sont des outils d'analyse de réseaux, des outils dérivés de sciences variées s'intéressant à des réseaux, théorie des graphes en mathématiques, économétrie, etc. Ces outils, donc, nous permettent d'explorer le fonctionnement des écosystèmes et la réaction de ces écosystèmes littoraux au stress. Et cette recherche m'a permis aussi d'évoluer vers une composante plus appliquée, dont je vais aussi parler ici, qui concerne donc le développement d'indicateurs de santé des écosystèmes dans le cadre de l'application de la directive cadre stratégie pour le milieu marin. Donc les recherches dont je vais parler là sont pour partie situées sur la Manche, mais encore beaucoup situées dans d'autres zones. Nathalie Niquil recherche donc des indicateurs qui considèrent le fonctionnement des réseaux trophiques. Autrement dit, des indicateurs qui prennent en compte les interactions entre différents organismes qui composent la chaîne alimentaire. Oui, et il est nécessaire d'harmoniser ces indicateurs entre les différents pays soumis à la DCSMM. Alors, on rappelle, la DCSMM, c'est en fait la directive cadre sur le milieu marin dont nous a parlé Éric Thiébaut tout à l'heure. Oui, merci Alain. Et nous avons donc besoin pour cela d'avoir des indicateurs de bon état de santé des milieux marins communs aux différents pays, notamment la France et l'Angleterre, puisque c'est ce dont on parle dans Pegasus. Nathalie Niquil nous explique ici comment la mutualisation des indicateurs est faite et comment son équipe a su proposer aux États des indicateurs intégrant le réseau trophique. Et cette DCSMM repose sur les conventions de mer régionales. Les conventions de mer régionales qui sont en charge de définir des listes d'indicateurs de santé qui soient communs aux différents pays frontaliers et elles ont vocation à mettre en place une stratégie de suivi de ces écosystèmes littoraux qui soit partagée. Les États avaient tendance à dire les réseaux trophiques, nous allons le traiter directement avec les analyses de biodiversité des espèces, faisons des économies, n'allons pas trop loin dans la compréhension du fonctionnement des flux. Donc on a mis un pied dans la porte et on est arrivé en nombre, on va dire, en proposant 9 indicateurs. C'est notre groupe qui finalement en a proposé le plus, en espérant que parmi ces indicateurs, qui au début étaient très peu opérationnels, certains le deviennent rapidement et soient vraiment une bonne façon de caractériser le fonctionnement des réseaux trophiques. Donc l'idée, c'est d'être de plus en plus holistique, c'est-à-dire de plus en plus intégratif de tout l'écosystème et de plus en plus fonctionnel, c'est-à-dire de plus en plus basé non pas juste sur ce qu'on voit à un moment donné, mais sur son fonctionnement, les flux d'échange. La Manche est régie par la convention régionale OSPAR qui concerne l'Atlantique Nord-Est. Cette convention est celle qui met le plus en avant les indicateurs en prenant en compte le fonctionnement des réseaux trophiques. Mais je suppose que vous brûlez sûrement d'envie de savoir quels sont ces indicateurs. Écoutons tout de suite quelques exemples. Vous voyez que certains sont assez indirectement liés au réseau d'interaction, comme le succès reproducteur des oiseaux, mais la question est de savoir si c'est un proxy, une image du fonctionnement du réseau trophique. Nous avons la production du phytoplancton, la proportion de grands poissons. Voilà un échantillon non exhaustif des indicateurs qui permettent de déterminer l'état de santé d'un écosystème. Une fois qu'on a mesuré les caractéristiques, comme la productivité dont on a parlé il y a quelques minutes, il y a un certain nombre d'outils de gestion qui existent pour maintenir ou améliorer ces paramètres. On va s'intéresser maintenant à l'un de ces outils de gestion peu ordinaires qui permettent de gérer les écosystèmes marins, c'est-à-dire les récifs artificiels. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus, Charlotte ? Mais bien sûr, Alain. Chouette. Donc, lorsque les fonds sont appauvris, l'immersion d'un récif artificiel peut permettre de créer, de protéger ou de restaurer un écosystème en favorisant la fixation de la faune et de la flore. Cela consiste à immerger un support dur sur un fond dépourvu de ce type de substrat. Dans le passé, on avait souvent recours à des récifs artificiels hétéroclites, comme des épaves de voitures, des épaves de bateaux, ou bien des amas de pneus, ce qui n'allait pas sans provoquer parfois, vous en doutez, certains problèmes de pollution. Donc aujourd'hui, les recherches en matière de récifs artificiels ont considérablement fait évoluer ces pratiques, et en fait, c'est le béton qui est de plus en plus privilégié. Il existe en Manche un projet appelé Récif, tout naturellement, qui a pour but de mettre en place un récif artificiel du côté de Bernières-sur-Mer.
Nous avons rencontré Fanny Leroy, qui est post-doctorante à l'université de Caen Basse-Normandie et qui travaille sur ce projet. Elle nous explique de quoi sera composé ce récif. Un récif artificiel, c'est une structure pour le projet récif, ça va être une structure en béton. Donc pour l'instant, on était parti sur le principe de faire des parpaings et qui vont être assemblés de différentes façons pour créer différentes cavités pour les différents organismes. Et donc le but du projet récif, c'était de faire des parpaings à partir de matériaux innovants qui utilisaient des coproduits marins. Donc l'utilisation de déchets comme les coquilles vides issues donc de pétoncles, coquilles Saint-Jacques et crépidules. Alors l'intérêt de l'immersion de ces récifs fait débat, mais ils ont pour principale vocation de maintenir, voire d'augmenter la biodiversité d'un secteur bien défini. Exactement, mais ce sont aussi des outils de gestion de la bande côtière. Oui, tout à fait. Cela peut délester certaines zones de pêche trop fréquentées ou bien en créer de nouvelles en attirant par exemple des espèces exploitables comme des crustacés ou des poissons à haute valeur commerciale. Cela peut aussi être utile pour protéger la bande côtière contre certaines pratiques de pêche pouvant détériorer les fonds marins si elles sont pratiquées dans ces zones vulnérables. Justement, Fanny Leroy nous éclaire sur l'intérêt environnemental de l'immersion de ce récif en particulier. D'un point de vue environnemental, le récif artificiel, ça va servir à faire un nouveau, entre guillemets, pôle de biodiversité. Enfin, c'est ce qu'on espère, avec potentiellement un lien entre différentes populations, parce que ça peut créer un nouvel habitat, donc permettre aux populations de passer de leur habitat à ce récif et à un autre habitat potentiellement plus loin. Donc faire des liens entre ces populations, en particulier je pense pour les poissons, ça peut être assez facile. Après pour la faune benthique, je ne sais pas trop si ça marche vraiment, mais le lien entre les populations, mais en tout cas ça va amener un nouvel habitat, un nouvel environnement et potentiellement un abri aussi, parce que c'est un endroit qui va pas forcément pouvoir être pêché, dragué en tout cas, vu que c'est une structure assez grosse qui va être en mer. Et donc ça va être une sorte de réserve de biodiversité. Alors je suppose qu'on n'implante pas un récif artificiel n'importe où. Comment on choisit la zone d'immersion ? Alors effectivement, on ne le met pas n'importe où. La forme et la composition des fonds marins ont toute leur importance. On veut en fait apporter de la variabilité, mais on ne veut pas perturber les caractéristiques géologiques des fonds. Dans le cas du projet récif en Manche, ni la composition ni la forme du récif artificiel n'est due au hasard. On écoute Fanny Leroy. C'est sur les environs de Bernières-sur-Mer. Donc Bernières-sur-Mer, c'est un platier, donc c'est vraiment tout plat et assez rocailleux, rocheux, mais très plat. Et donc le récif apporterait une sorte de structure verticale qui n'existe pas en fait à ce niveau-là. Et donc comme c'est assez rocheux, ça gênerait pas, ça ferait pas une perturbation au niveau de la vase ou de sable ou choses comme ça. Ce serait vraiment sur du dur, un récif dur sur du dur. D'accord, et comment savoir si l'endroit est bien choisi et si la structure est correctement implantée ? Il doit y avoir un sacré travail d'amont. Oui, bien sûr. Alors, en fait, il faut être sûr que la structure a des chances de favoriser la fixation de la faune et de la flore. Et pour ça, il existe un indicateur qui est la formation d'un biofilm. Alors, qu'est-ce que c'est un biofilm ? C'est en quelque sorte un tapis bactérien qui forme une matrice adhésive et protectrice. Et la formation de ce biofilm, justement, sur la surface d'un récif, c'est le premier signe d'une colonisation. Donc, dans le projet Récif en Manche, c'est Fanny Leroy qui est chargée de mesurer ces indicateurs sur les récifs. Alors moi, je travaille sur plusieurs aspects. J'ai un suivi qui est in situ, donc un suivi qu'on fait tous les 15 jours où on va en mer au niveau potentiellement du point de future immersion du récif. Et on va étudier, nous, toute la dynamique planctonique, donc, pour savoir si justement la mise en place de ce récif va avoir une influence sur la production primaire, le plancton, si ça va apporter des changements ou pas. Après, il y a des gens qui travaillent plus sur le côté benthique, mais moi j'ai aussi travaillé sur le test de différentes compositions de béton et qu'on appelle ordinaires, poreux, donc qui sont plus ou moins lisses.
et en fait voir si le biofilm déjà, donc, qui est la première partie qui va se fixer sur ces bétons, est-ce que le biofilm va se fixer de la même façon sur tous les types de bétons qu'on a testés ou pas. Et ce qui semble ressortir de notre étude, ça a été que c'était plutôt un béton poreux, donc qui a plus de cavités, donc peut-être plus de caches ou de niches ou de choses comme ça pour la fixation du biofilm. On comprend mieux maintenant l'intérêt de ces récifs artificiels ainsi que tout le travail que nécessite leur mise en place. Oui, et il faut aussi savoir qu'en France, il y a environ 100 000 mètres cubes de récifs artificiels immergés sur toutes les façades de France métropolitaine, mais aussi d'outre-mer. Alors, depuis qu'on parle des récifs artificiels, on a l'impression que tout le monde peut immerger un récif artificiel à peu près n'importe où, mais c'est sûrement pas le cas, n'est-ce pas ? Non, bien sûr, pour éviter toute dérive, l'Agence des aires marines protégées insiste sur le fait que les projets doivent être justifiés de manière fine au regard des enjeux et objectifs de gestion locaux. Cependant, il reste de bons outils de gestion de la bande côtière. Transmanche 4, c'est maintenant terminé. Retrouvez la deuxième partie de cette émission double sur la gestion des écosystèmes dans Transmanche numéro 5. À bientôt. À bientôt.